je voudrais donner quelques repères historiques et commencer tout de suite par dire tout le topo et toute la construction de la séance repose sur l'idée d'un métier d'enseignant. Et justement, l'apport de l'histoire, peut-être, c'est de dire que dans l'histoire, il n'y avait pas un métier d'enseignant, il y avait deux métiers, au moins. Je dirais deux métiers centraux et ensuite toute une série d'autres métiers, tout aussi importants naturellement, mais périphériques par rapport à la construction du corps. Alors justement, j'ai envie de revenir là-dessus. Alors, deux métiers, bon, vous savez à quel métier je pense, j'imagine. Le métier d'instituteur, et les termes sont importants, c'est-à-dire c'est l'idée d'instituer l'enfant en élève, en citoyen, et du point de vue un peu des ressorts pédagogiques, c'est l'insistance sur l'éducation. L'éducation dans un sens large, pas simplement transmettre des savoirs. Les professeurs, ce sont donc des personnes qui professent et on va beaucoup plus insister sur l'instruction. Ajoutons tout de suite un peu de complexité, et il y avait également un deuxième corps qui a existé pendant un siècle et demi, c'est-à-dire du début du 19e siècle jusqu'au milieu, jusque dans les années 1960-70, c'était ce qu'on appelait les répétiteurs, puis professeurs adjoints, qui est important pour comprendre le lycée d'aujourd'hui, parce que, en gros, je le dis tout de suite, mais je reviendrai sur cet aspect-là, il y avait donc 2 heures de cours le matin, 2 heures de cours l'après-midi, ça c'était assuré par des professeurs dans les lycées de l'époque, mais tout le reste les élèves étaient en fait en pensionnat, et ils étaient encadrés par ces répétiteurs, qui à la fois servaient de surveillants, mais également de gens qui les aidaient à faire les devoirs, qui avaient toutes ces fonctions-là, donc un métier, donc une profession qui jouait un rôle très important dans le lycée de l'époque, et qui a disparu par la suite. Donc deux métiers différents, deux populations scolaires différentes socialement. Évidemment, je simplifie. Donc, pour l'école primaire, pour les instituteurs, c'est un recrutement populaire. Je rappelle que c'est un enseignement qui est scindé en deux. C'est-à-dire que vous avez tout le système élémentaire, tous les élèves de 10 ans ne vont pas à l'école primaire. Seuls les élèves d'origine populaire vont à l'école primaire, c'est la grande majorité. Et une minorité va dans l'enseignement secondaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle les petites classes des lycées. Donc dès le plus jeune âge, il y avait des élèves de la bourgeoisie qui allaient au lycée. Voilà, donc deux milieux sociaux différents, assez marqués. Alors évidemment, on pourrait nuancer. C'est-à-dire, par exemple, Antoine Pro en train d'étudier c'est un grand historien de l'éducation. Il est en train d'étudier justement des échantillons de population d'élèves dans les années 1930-1940, et il montre son hypothèse, qui n'est pas encore complètement affirmée, mais c'est ce qu'il est en train de voir, c'est que c'est pas forcément la plus haute bourgeoisie qui est dans le secondaire traditionnel. Je rappelle que c'est une époque où l'enseignement le plus important, c'est le français, l'histoire, un rêve pour des gens comme Denis ou moi, et pas du tout les maths ou je ne sais quoi. Et donc, à cette époque-là, le public principal de cet enseignement classique, qu'on appelait classique, c'était plutôt, il voit des enfants de fonctionnaires moyens qui veulent une ascension sociale, notamment par les concours de la fonction publique. C'est pas forcément la grande bourgeoisie, mais enfin, c'est quand même un public qui est plus élevé socialement que les petits paysans ou les ouvriers qui vivent de temps en temps le chômage. Alors, donc, deux classes sociales différentes. Du point de vue des professionnels, deux milieux sociaux d'origine assez différenciés également. Les instituteurs sont d'origine nettement plus populaire. Il y en a aussi qui viennent des classes moyennes inférieures, mais c'est très rare éventuellement des femmes de la bourgeoisie, quelques veuves. Il arrive qu'il y ait des personnes qui soient d'un milieu social plus élevé qui enseignent dans l'enseignement primaire, mais c'est plus rare. Et en plus, c'est prendre un risque important de se retrouver dans un village perdu. Donc c'est de toute façon rare. Dans l'enseignement secondaire, c'est plutôt, il y a des enseignants d'origine populaire, faut pas l'oublier. On a toute une série d'exemples célèbres de fils d'agriculteurs qui passent les concours et qui vont à l'ENS, etc. Mais majoritairement, c'est les classes moyennes, les classes supérieures. Et Briand et Chapoli estiment que c'est un métier de classe moyenne. Voilà. Donc les deux sont un métier de classe moyenne. Attention, je parlais de la trajectoire sociale d'origine. Ensuite, ça donne la classe moyenne pour les deux, mais pas de classe moyenne, plutôt les petites classes moyennes pour les instituteurs et les classes moyennes plus élevées pour les professeurs. Des socialisations professionnelles aussi qui sont très différentes. Et ça, c'est des choses qui pèsent. Je pense que, je vends l'aspect historique, c'est normal, mais je pense sérieusement qu'on ne peut pas comprendre l'état du métier aujourd'hui si on ne voit pas ces cultures professionnelles qui sont ancrées dans l'histoire, qui se sont prolongées, perpétuées d'une manière ou d'une autre, et qui restent sous-jacentes. Donc, une socialisation professionnelle différente. Les instituteurs, c'est l'école normale, en moyenne à 15 ans. Donc finalement, l'école normale a deux fonctions. Elle a une fonction d'instruction, elle finit de donner la transmission du savoir aux instituteurs,
et puis une fonction de professionnalisante, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire en faire de futurs enseignants. Donc ça, c'est l'école normale. Donc forcément une socialisation professionnelle très forte, puisqu'ils sont dans un pensionnat, ils n'ont pas beaucoup de jours de permission, etc. Ils sont très encadrés. On parle de séminaires laïques. On insiste sur ce côté presque un couvent. Mais en même temps, faisons attention à une chose. Dans les années 50, par exemple, dans les périodes de crise de recrutement, il n'y a pas assez. Les écoles normales n'ont jamais formé la totalité des instituteurs. Et il y a des époques, dans les années 1950-60, où la moitié des instituteurs, en fait, sont recrutés par le biais de l'auxiliariat. Donc tout ce qu'on peut dire sur ces séminaires laïques que sont les écoles normales est certes très intéressant. Puis il y a une diffusion des idées. Le titulaire qui est normalien va aider l'auxiliaire, va transmettre des choses, c'est sûr, mais quand même, c'est plus varié que ce qu'on pourrait dire. Du côté des professeurs, c'est la fac, donc quelque chose de très différent, beaucoup plus libre en termes d'enseignement, et ensuite soit l'école normale supérieure, ou les concours. Et les concours, il y en a aussi pour rentrer à l'école normale, mais là, c'est une préparation au moins sur un an, donc c'est un esprit tout à fait particulier. Ou bien, comme pour les instituteurs, l'auxiliaire. Je dirais que il ne faut pas voir non plus quelque chose de trop figé entre ces deux corps, c'est-à-dire, alors j'ai pas de chiffres, mais je pense qu'il y avait une mobilité sociale à l'intérieur de ces métiers enseignants. On a quand même beaucoup d'exemples d'instituteurs qui ensuite deviennent professeurs, etc. On a beaucoup de carrières comme ça, et c'est quelque chose qui s'est un peu tari aujourd'hui. La carrière de quelqu'un qui est à l'université après avoir commencé comme instituteur, c'est beaucoup plus rare aujourd'hui, alors qu'on a beaucoup d'exemples, y compris dans la génération des professeurs d'université qui vont partir à la retraite. Par le biais, parce que dans les écoles normales, il y avait des possibilités de préparation du concours de l'école normale supérieure, etc., etc. Je passe sur les dispositifs, mais il y avait des choses qui permettaient à des gens d'avoir ces carrières-là. Bien, je ne vais pas être long, je l'ai promis. Donc, une socialisation très différente et un rapport à la culture aussi très différent. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, Bernard Pudal a écrit beaucoup de choses, je peux donner les références en dehors, des choses intéressantes dessus, c'est-à-dire un rapport à la culture, alors forcément, aussi une schématisation, mais une schématisation, un idéal type qui me paraît assez pertinent, c'est-à-dire un rapport à la culture plus distancié pour les professeurs qui ont été à la fac, qui ont plus d'éléments pour maîtriser ça, et donc peuvent se permettre, les bons élèves peuvent se permettre d'avoir une certaine distance critique par rapport au savoir, tandis que les instituteurs sont plus justement dans un rapport de révérence au savoir, parce que ils ont arrêté plus tôt, je trouve que ça marche assez bien. En tant qu'historien, une des choses intéressantes, j'ai travaillé sur le syndicalisme enseignant, j'ai fréquenté beaucoup de dirigeants syndicaux à la retraite, et j'avais quand même des gens, quelle que soit la tendance, une belle galerie d'instituteurs. On voit d'ailleurs un niveau scolaire, une réflexion qui est tout à fait forte, et donc ça correspond assez bien quand même, y compris quelquefois avec la volonté de montrer qu'eux aussi ont des idées, des connaissances qui sont tout à fait légitimes. Voilà, donc ça c'est un rapport à la culture qui serait aussi sans doute assez différent. En même temps, on a des instituteurs écrivains, alors on pourrait analyser le type de roman qui est écrit, ou en termes de pédagogie, sur quoi ils se spécialisent, mais enfin, un rapport, c'est intéressant. Alors, pour finir, de pédagogie, point d'interrogation, alors, les instituteurs sont plus perméables à ce qu'on appelle l'éducation nouvelle, c'est-à-dire des idéaux tels que ceux de Célestin Freinet, une place plus importante à l'enfant, etc. Bon, c'est vrai, plus que les profs. En même temps, il faut bien voir, et j'y reviendrai, que la structure du système est très différente, c'est-à-dire ce qu'on appelle la forme scolaire. L'instituteur est seul, il maîtrise sa classe, il maîtrise un groupe d'élèves toute l'année. Donc il peut faire, c'est un Freinet, mais il y en avait d'autres, beaucoup d'autres, il peut innover, il peut décider, voilà, moi je fais ma méthode pendant un an, je peux voir les résultats sur mes élèves, je peux tester, expérimenter, changer, j'ai une certaine maîtrise des choses. La responsabilité, du coup, on sait bien, c'est le problème de la modernité, la responsabilité, du coup, est plus grande si on échoue, mais il y a cette possibilité-là. Tandis que le professeur, de toute façon, il est dans un système un peu taylorien, avant la lettre, c'est déjà au XIXe siècle, c'est-à-dire qu'il fait des heures de cours, ensuite il passe le relais à son collègue. Le professeur est censé être interchangeable, c'est-à-dire, d'ailleurs maintenant, c'est ce qu'on nous dit pour les remplacements, vite on peut être remplacé tout de suite par quelqu'un d'autre. Donc il y a un côté, par la structure même de l'enseignement, où l'innovation sera forcément plus difficile, plus restreinte. Alors elle peut être différente, j'en conviens. Alors, donc,
les instituteurs plus perméables à l'éducation nouvelle, mais un des points essentiels de l'éducation nouvelle, alors ils le sont plus en termes de sortie scolaire, etc., mais c'est quand même le refus de l'autoritarisme. Hein. Je vous rappelle qu'on est maintenant dans une société d'individuation, où on donne sa place aux élèves, etc. L'instituteur en ancienne matière n'est pas du tout sensible, ancienne manière, il n'est pas du tout sensible à cette volonté de donner une place plus importante aux élèves. Hein. Je dis la grande majorité des enseignants des instituteurs fonctionnent à l'ancienne là-dessus. Et donc, c'est même plutôt les instructions officielles, c'est même plutôt le ministère qui leur dit essayez de donner une place à vos élèves, etc. C'est plus les instructions officielles qui vont dans ce sens-là que les pratiques réelles des instituteurs. Et les instituteurs sont plus acquis à la démocratisation de l'enseignement que les professeurs, c'est vrai, et en même temps, il y a une très forte naturalisation de l'échec scolaire chez eux, y compris chez ces anciens dirigeants syndicaux que j'évoquais à l'instant, hein. Donc des gens vraiment qui étaient à fond pour la démocratisation et qui en même temps vous disent que il y a des bons élèves et des mauvais élèves et que c'est comme ça. Voilà, donc il y a ces deux aspects. L'élitisme des professeurs, il faut pas, je le dis tout de suite, en 1950, il y a plus d'agrégés, il n'y a pas plus d'agrégés en 1950 que d'universitaires aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est aussi un métier, pour le métier de professeur aujourd'hui, il y a un changement considérable de la morphologie. C'était une élite très restreinte, hein, l'agrégation c'est quelques dizaines de places par an à l'époque. Donc on a du mal, de toute façon on fait des comparaisons qui sont un peu faussées, hein, puisqu'on est plus sur le même niveau. Ça va ? Alors, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui ? Bien, on est dans une tentative d'unification, et le vocable enseignant qui s'est de plus en plus imposé, en témoigne, même pour des études très sérieuses qui portent que sur des professeurs de lycée, on va parler d'enseignants. Enfin, c'est assez intéressant. Pourquoi pas, hein. Il y a également ce qui montre bien cette unification symbolique, c'est le fait que les instituteurs ont obtenu de devenir des professeurs des écoles. Alors, il y a deux interprétations possibles. C'est une victoire symbolique. C'est eux qui l'ont demandé, ils sont contents. Et ils pensent que ils augmentent en prestige social en devenant professeurs des écoles. On peut dire aussi que c'est une défaite du corps, hein, puisqu'il y avait une forte originalité du corps des instituteurs qui étaient fiers de faire, y compris par opposition aux professeurs, hein, puisque les deux corps se critiquent un peu mutuellement, c'est le jeu, c'est normal. Les instituteurs donc ont abdiqué cette volonté qu'ils avaient pendant des décennies de dire nous sommes de l'éducation, enfin voilà. Ils renoncent un peu à leur spécificité. Alors, deuxième aspect, je ne vais pas être long, c'est l'unification du système, qui se fait désormais par degrés, hein, vous connaissez tous, hein, primaire, collège, lycée, qui n'a pas éliminé les inégalités sociales de réussite scolaire, donc tous les problèmes qui se posent. Le fait que le collège soit rattaché au second degré est un enjeu très important, puisqu'il y a eu beaucoup de batailles entre les deux ordres, hein. À partir du moment où on voyait bien que l'unification se dessinait, est-ce que ce qu'on appelait l'école moyenne, comment la rattacher ? Moi, je pense qu'il faut relativiser une chose, c'est l'idée qui est souvent répandue de dire, puisque le collège fait partie officiellement du second degré, ça veut dire qu'au collège, on applique la pédagogie des années 1950. Et je crois que c'est une réduction des choses. D'abord parce que les enseignants, les professeurs dans les lycées et collèges ont beaucoup changé par rapport aux ceux des années 50, en termes de morphologie du corps, je l'ai dit, et aussi dans leur pratique. Les gens s'adaptent, et je crois qu'il y a quand même une différence entre l'élite professorale du secondaire d'hier et les enseignants d'aujourd'hui en lycée. Je dirais un mot sur le fait que ce qui a beaucoup changé, c'est aussi l'origine sociale des instituteurs. Alors il y a des débats, je ne vais pas résumer parce que j'ai pas le temps, entre sociologues sur le fait est-ce que les instituteurs se sont autant bourgeoisés qu'on le dit. Il me semble quand même que c'est assez net. Même si ça c'est également dû au fait qu'il y a une démocratisation, enfin il y a plus de gens qui ont des diplômes, il faut faire attention à ce qu'on compare. Mais c'est vrai que la distance culturelle s'est un peu aggravée entre les instituteurs et leur public d'élèves. Bon, pour les professeurs, ça a toujours été le cas. Enfin, non, justement, ça s'est aggravé aussi, puisque pour les professeurs, ils avaient des élèves issus de la bourgeoisie, pour simplifier, donc ça c'est... Voilà. Ce qui n'a pas changé, je terminerai là-dessus, c'est le fait que quand on étudie, alors c'est pas moi qui ai étudié ces rapports, c'est Philippe Savoie, a étudié toute une série de rapports officiels pour réformer le métier d'enseignant depuis la fameuse commission Ribot en 1902, commission très importante, et il constate qu'il y a quelque chose qui n'a pas changé depuis 1902, c'est les recettes de nos gouvernants. Donc la volonté du travail en équipe, donner plus de pouvoir aux proviseurs,
et essayer d'insuffler une certaine innovation pédagogique. Donc, depuis 1902. Alors, pourquoi ces résistances des profs puisque il y a encore toute une série de rapports, sauf le dernier, il me semble qu'il est plus prudent, qui repose exactement la même problématique. Je pourrais y revenir ensuite si ça vous intéresse dans la discussion. Je dirais quand même que ce qui est fondamental, c'est les luttes des enseignants pour préserver leur autonomie professionnelle. Et ça, il me semble que, voilà, à moins de passer en force, si on veut, disons, rénover le métier d'enseignant de manière positive, il faut s'appuyer sur ce que font les enseignants plutôt que de les culpabiliser. Et plus tard dans la discussion, j'évoquerai éventuellement la question de l'éducation populaire.